écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Bienvenue à notre émission Droit et Société où nous abordons aujourd'hui un sujet brûlant au cœur des débats contemporains, les relations entre la France et l'Afrique, en particulier à travers la question des bases militaires et leurs implications. Ces relations, souvent critiquées, soulèvent des questions essentielles sur la souveraineté et le rôle des populations dans la transformation de nos systèmes. Pour en discuter, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau M. Khadim Mbacké Sall, coordonnateur de l'Urgence panafricaniste, qui est une ONG qui travaille sur les questions panafricaines. M. Sall, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Célina, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui suivent la chaîne Télé École en Afrique et partout dans le monde. Merci beaucoup. Avant d'aller à l'entame de notre sujet, M. Sall, vous êtes le coordonnateur, comme je l'ai dit, de l'Urgence panafricaniste. Quelle est la quintessence de l'existence de cette organisation non gouvernementale? Alors, Urgence panafricaniste est une organisation panafricaniste, comme son nom l'indique, qui a été créée en 2015. C'est une organisation qui est née d'un constat. Le constat est le suivant. L'Afrique est le continent le plus riche, que ce soit de par ses ressources naturelles, que ce soit de par la richesse de ses terres, que ce soit également de par sa population qui est très abondante et majoritairement jeune. Mais malgré toutes ces richesses dont nous disposons, nous sommes, d'un point de vue économique, le continent le plus pauvre de la planète. Alors nous nous sommes posés une question, à savoir pourquoi cela. Et nous en sommes arrivés à la réponse qui en est que nos richesses, aussi abondantes qu'elles soient, au lieu de servir nos populations, servent des intérêts étrangers. Nos ressources sont pillées par des pays étrangers, nos gouvernements sont corrompus. Donc il y a cette question de souveraineté principalement, mais il y a également cette question de malgouvernance. Donc autant nous nous activons sur les questions de souveraineté, nous menons des actions qui visent à redonner à l'Afrique sa souveraineté, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, monétaire, mais culturelle. Autant également sur les questions de bonne gouvernance dans nos pays respectifs, nous nous activons et nous faisons de telle sorte que les gouvernements puissent réellement répondre aux préoccupations de nos populations. Voilà. Donc nous sommes présents aussi dans plusieurs pays d'Afrique et de la diaspora. D'accord. Donc c'est une organisation régionale. International. Voilà. C'est parfait. Alors, le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est la France-Afrique, peut-être à travers les questions des bases militaires. Monsieur Sall, comment définissez-vous en tant que panafricain et en tant qu'Africain les relations entre la France et l'Afrique? Et ces relations sont-elles en train de disparaître ou est-ce qu'il y a une certaine évolution, une certaine réorganisation de ces relations? Alors, les relations entre la France et l'Afrique, comme vous le dites, est appelée la France-Afrique, est une relation de domination, est une forme de l'impérialisme qui continue à se manifester de nos jours et de néocolonialisme. Néocolonialisme, pourquoi? Parce que le lendemain, justement, des décolonisations, la France a voulu, coûte que coûte, garder la main mise sur ses anciennes colonies. Parce que si la France, aujourd'hui, est en réalité une puissance dans le monde, c'est justement parce qu'elle a su profiter de nos ressources et de nos richesses en Afrique. Et donc, il fallait que la France, coûte que coûte, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue politique, culturel, etc., mais aussi militaire, puisse continuer à s'imposer dans ces anciennes colonies. Et c'est pourquoi nous voyons encore que jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, il y a encore des bases militaires qui sont présentes sur notre continent. 60 ans après les indépendances, nous utilisons encore une monnaie coloniale, qui est le franc CFA. Franc des anciennes colonies d'Afrique, qui est devenu encore franc de la communauté franco-africaine, et également sur les questions des ressources naturelles et les questions économiques. Aujourd'hui encore, il existe de nombreuses multinationales françaises présentes sur nos territoires et qui utilisent justement nos matières premières et nos ressources naturelles pour développer leur pays au détriment de nos propres populations. Donc ces relations en réalité sont des relations de domination. Maintenant, est-ce qu'elle a tendance à disparaître? Je dirais que oui, quelque part, elle est en train de disparaître. Mais quelque part également, la France est en train d'essayer de faire tout pour se réinventer. Ce qu'il faut comprendre avec l'impérialisme, c'est que
elle est dans une logique de domination, elle est dans une logique de pillage. Et aujourd'hui, jamais on ne pourra avoir ce partenariat-là que nous souhaitons avec la France, qui est un partenariat d'égal à égal. Et donc, c'est pourquoi nous considérons en réalité qu'il faut une rupture systémique. Tant qu'il n'y aura pas de rupture avec justement l'ancienne puissance coloniale qui est la France, aujourd'hui, ces relations ne pourront jamais être égales à égales, mais nous serons toujours dans cette relation de domination. Toujours dans cette relation de domination, les relations entre la France et l'Afrique sont perçues ainsi que c'est une relation de domination. La France qui domine l'Afrique, la France qui se sert de l'Afrique, alors qu'il y a énormément de ressources, comme vous le dites, en Afrique, et que les pays africains gagneraient en tout cas à prendre les responsabilités. Récemment, il y a moins d'une semaine, il y a le président français qui a prononcé un discours devant les ambassadeurs français qui dit qu'il avait senti une certaine ingratitude venant de certains pays africains qui ne disent pas en tout cas merci ou suffisamment merci à la France qui a intervenu dans quelques pays africains peut-être pour restaurer la souveraineté. Quelle appréciation faites-vous de ce discours? Alors moi, je ne vais pas m'attarder sur la forme du discours, parce que nous avons tous vu le discours de Macron, qui était un discours plein de mépris et d'arrogance envers l'Afrique et nos chefs d'État africains. Mais je pense que ce qu'il faudrait plutôt pointer du doigt, il faudrait qu'on soit capable de nous remettre en question en tant qu'Africains. Il faudrait que nous soyons capables également de pointer du doigt le véritable problème. Pourquoi le président français Macron peut se permettre de s'adresser aux Africains avec un tel mépris? Et moi, je pointe du doigt justement la responsabilité de nos dirigeants. Alors, vous allez après le discours de Macron, nous avons vu le Tchad. Le Tchad a fait un communiqué officiel justement pour démonter et attaquer ces propos. Le Sénégal n'a pas fait de communiqué officiel et nous le déplorons quand même. Mais c'est sans surprise parce que il y a quelques mois de cela, à l'occasion des 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye, nous avions créé un collectif qui s'appelle le Front pour le retrait des bases militaires françaises. C'est un front qui a été créé avec différentes organisations de la société civile et dont l'objectif est d'exiger de nos dirigeants le départ des bases militaires françaises. Nous avons déposé ce mémorandum. Le lendemain, nous avons suivi le face à la presse du président Bassirou Diomaye Faye. On lui a posé la question justement par rapport à la présence militaire française en Afrique. La réponse du président Bassirou Diomaye Faye était que ces questions doivent être discutées en toute amitié avec toutes les parties. Il a même précisé qu'un comité intergouvernemental a été créé avec les différentes parties, donc qui veut dire le Sénégal et la France, pour discuter de ces questions et des accords que nous avons avec la France. Nous avions dit à l'époque, la France n'est pas notre amie. La France ne devrait même pas être considérée comme un partenaire, parce que la France exerce une relation de domination sur ses anciennes colonies. Par conséquent, nous ne devons pas considérer la France comme un ami, nous devons tout simplement lui exiger de faire partir ces bases militaires présentes sur notre sol. Et donc, avec le discours de Macron justement, qui nous dit que le départ a été négocié, ils ont discuté avec les différents chefs d'État. Nul doute que Alassane Ouattara, la décision du départ des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire n'était pas une décision d'Alassane Ouattara. Tchad, pareil, parce qu'ils ont fait, Tchad, c'est clair, parce qu'ils ont fait un communiqué pour démentir. Mais pour le Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a clairement dit que ces questions devraient être discutées. Et donc, si Macron nous dit aujourd'hui qu'il y a bien eu discussion pour un départ négocié de ces bases militaires françaises, moi, je pointe du doigt, enfin, je m'attarde sur le fond, justement, de son discours, et qui remet en question, justement, est-ce que le Sénégal est en train de négocier pour le départ des bases militaires françaises? Alors, ils ont parlé de départ des bases militaires françaises, mais il y a encore des accords aujourd'hui qui nous lient avec la France. Des accords de défense, de sécurité, des partages de renseignements. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas tout simplement que la France nous fasse croire qu'elle va faire partir ces bases militaires présentes sur notre territoire, tout en maintenant les accords de sécurité ou en maintenant ces soldats présents sur notre territoire. Il faut mettre fin à ces accords définitivement. Il faut mettre fin à ces accords définitivement. Alors, M. Sall, j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière, en interrogeant l'histoire. Les relations entre la France et l'Afrique ne datent pas d'aujourd'hui. Et donc, d'un historien, avec l'œil d'un historien, si on prend un peu du recul, peut-on dire que les dirigeants africains partagent une certaine responsabilité de ce maintien
en tout cas, de ces relations-là ou de ce maintien, de cette domination-là de la France vis-à-vis de l'Afrique? Bien entendu, bien entendu. Moi, je pense que les responsabilités, il faut savoir les situer. Les responsabilités, elles sont partagées. On ne pourrait remettre toute la responsabilité sur les dirigeants africains. Autant le peuple a sa responsabilité devant l'histoire, autant également nos dirigeants ont leur responsabilité devant l'histoire. Et je pense d'ailleurs que nos autorités, nos dirigeants africains ont la part de responsabilité la plus grande. Parce que lorsque tout un peuple vous délègue un pouvoir, vous avez le devoir de vous préoccuper justement des besoins de ces populations et non de besoins que ce soit personnels ou d'entités exogènes. Et d'un point de vue historique, il y a une grande responsabilité de nos dirigeants. Parce qu'il faut le dire, il y a eu une très grande complicité de nos dirigeants à l'époque avec ce système-là de la France-Afrique. Nombreux de nos dirigeants à l'époque ont été manipulés par la France, ont été déjà imposés par la France dans nos pays, mais également ont été manipulés au profit des intérêts français. Mais également, n'ont pas su justement répondre aux préoccupations des populations sur les questions de bonne gouvernance. Parce que lorsque vous avez des pays comme le Sénégal ou encore la plupart des pays africains, des pays où plus de 50% de la population vivent dans une extrême précarité, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès à la santé, n'ont pas accès aux besoins de première nécessité, et que nous avons une élite minoritaire qui se permet de vivre dans une extrême opulence, il faut alors se poser des questions sur la responsabilité. Donc je pense que oui, nos dirigeants ont leur part de responsabilité, et autant nos populations doivent être conscients des enjeux, doivent jouer également cette mission de contrôle et de veille, autant nos dirigeants doivent prendre des responsabilités pour répondre aux besoins de nos populations. Chers téléspectateurs de Télé-École, vous êtes dans votre émission Droit et Société. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant au cœur des débats contemporains, les relations entre la France et l'Afrique. Mon invité du jour, c'est M. Khadim Mbacké Sall, le coordonnateur de l'urgence panafricaniste section Sénégal. Alors, M. Sall, les pays africains, dans presque tous les pays africains, en tout cas de l'Afrique parlant de l'Afrique de l'Ouest, on note la présence des bases militaires. Aujourd'hui, si ce n'est pas la France, c'est la Russie qui, dans certains pays, est en train d'aider. Si ce n'est pas la Russie, dans d'autres formes de coopération, il y a la Chine, la Turquie qui est en train d'aider. Mais restons dans le cadre sécuritaire. Comment les pays africains peuvent-ils se réinventer pour espérer assurer leur propre sécurité en mettant de côté les bases étrangères? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Et déjà, il faut affirmer que oui, les pays africains doivent être capables d'assurer leur propre sécurité, sans pour autant compter sur une quelconque aide étrangère ou base militaire étrangère. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur pourquoi justement ces bases militaires étrangères ne doivent plus assurer notre sécurité, et principalement les bases militaires françaises, parce que ce sont ces bases militaires-là qui occupent la plupart de nos pays, en tout cas les anciennes colonies de la France. Aujourd'hui, la France nous a montré très clairement, déjà d'un point de vue historique, la présence militaire française en Afrique est un symbole de domination, parce que justement, lors des colonisations et après colonisation, la France a imposé ses bases militaires stratégiques dans les pays les plus stratégiques pour mieux affirmer son influence, contrôler ses ressources et pouvoir donc également manipuler nos différents dirigeants. Mais bien après cela, nous avons, avec la complicité justement de certains dirigeants africains, ces bases-là se sont maintenues à travers justement des accords de défense, de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Nous avons eu le plan Serval au Mali, ensuite qui est devenu l'opération Barkhane, où la France, en plus de 10 ans, n'a pas pu réussir justement à lutter contre le terrorisme. Nous avons eu le G5 Sahel, où la France également, à travers cette politique, n'a pas pu aider ces pays-là à lutter contre le terrorisme. Alors, il arrive donc à un moment donné où on se pose la question, lorsque ces pays-là, qui se disent des grandes puissances, qui se disent des pays riches, qui se disent des pays qui ont tous les moyens et la logistique pour pouvoir nous appuyer à lutter contre ces pays, contre ces terroristes-là, en plus de 10 années, n'arrivent pas à repousser ces terroristes, et au contraire, justement, le terrorisme prend de plus en plus d'influence de terrain. Il faut se poser la question, est-ce que réellement
ces pays-là veulent nous aider ou alors réellement, est-ce qu'ils ont les moyens? Alors, moi, je pense que la réponse, elle est très claire. Ces pays-là ont les moyens, mais ces pays-là n'ont pas pour objectif de nous aider à lutter contre ce terrorisme. Au contraire, ils sont dans une dynamique de vouloir créer une certaine instabilité dans nos pays pour mieux justifier leur présence et donc mieux augmenter leur influence. Alors, dans la stratégie de diviser pour mieux régner. Exactement, dans la stratégie de diviser pour mieux régner. Et c'est dans cette logique justement que je vais vous dire que nous, la solution que nous préconisons, c'est l'unité africaine. Nous considérons que nos différents pays africains, séparés, les micro-États que nous représentons, à eux seuls ne pourront jamais, mais alors je dis jamais, lutter contre le terrorisme. Si réellement nous voulons faire face à ces défis sécuritaires, mais également beaucoup plus loin, peut-être que nous allons y revenir, à d'autres défis qui sont économiques, qui sont culturels, nous devons être capables d'unir nos forces, de nous regrouper sous un État fédéral africain afin de pouvoir donc faire face à ces différentes problématiques, que ce soit sur les questions de sécurité, de partage de renseignements. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons un exemple typique qui est le cas de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui est devenue une confédération, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, où, à travers cette confédération, justement, il y a un partage de renseignements et ils sont donc dans une dynamique d'unité pour lutter contre le terrorisme. Et nous avons vu que, grâce à cette dynamique, le Mali, par exemple, a pu faire ce que la France n'a pas fait en plus de 10 ans. Donc, aujourd'hui, il est très clair que ces bases militaires étrangères ne justifient plus leur présence sur nos pays. C'est important, vous l'avez signalé, l'Alliance des États du Sahel qui est devenue une confédération. Nous allons y revenir un peu plus loin. Mais avant cela, vous avez aussi parlé de la solution pour espérer sortir l'Afrique de tous ces problèmes. Et cette solution que vous l'avez recommandée, ce n'est rien d'autre que l'Union africaine. Pensez-vous que l'Union africaine est assez outillée pour garantir une souveraineté politique et une souveraineté en tout cas en défense et en politique? Alors, moi je pense que l'Union africaine a fait un faux départ, mais vraiment un mauvais départ. Et je pense que au stade où nous sommes aujourd'hui, c'est carrément un échec. Lorsque l'Union africaine a été créée, qui était au départ l'organisation de l'unité africaine, nous avions deux groupes. Il y avait le groupe du très grand Kwame Nkrumah, panafricaniste, qui voulait que les pays africains aillent directement dans un État fédéral pour mieux donc répondre à nos problématiques. Mais il y avait également un autre groupe en face, qui était le groupe des Senghor, qui ne voulait pas de cette unité africaine, qui ne voulait pas de cet État fédéral africain. Il voulait plutôt aller vers des micro-États indépendants et donc travailler pour une certaine intégration africaine. Et aujourd'hui, 60 ans après justement ces indépendances, bientôt 60 ans après la création de l'organisation de l'unité africaine devenue aujourd'hui Union africaine. En 1963 exactement. Nous sommes toujours aujourd'hui des États divisés et on peine justement à aller vers cet État fédéral. Donc je pense que l'Union africaine a fait un mauvais départ et aujourd'hui à ce stade où nous sommes et comment il est structuré, elle ne pourra pas faire face à ces défis. L'autre problématique de l'Union africaine, c'est que c'est une organisation qui est dépendante d'un point de vue économique. Et aujourd'hui, l'histoire nous a montré que celui qui finance votre politique a tendance à vouloir surveiller, contrôler et influencer. Aujourd'hui, le siège même de l'Union africaine a été offert par la Chine. Aujourd'hui, le budget de l'Union africaine est principalement financé par des organisations internationales. Le budget, par exemple, de 2024, qui est estimé à plus de 600 millions de dollars, est financé seulement à 33% par les pays africains. Ce qui veut dire donc que quasiment 70% de notre budget de fonctionnement de l'Union africaine est financé par des organisations internationales et des pays occidentaux, à savoir les États-Unis, la France, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne. Et donc, nous ne pouvons pas espérer aujourd'hui de ces pays-là en réalité, qui sont principalement responsables aujourd'hui de notre pauvreté, puissent venir nous aider à nous développer. De ces pays qui, en réalité, nous oppriment, nous oppressent, puissent venir nous aider à résoudre nos problématiques de sécurité, d'économie, etc. Parce que nous l'avons dit et nous le dites toujours, il ne faut pas espérer de l'oppresseur qu'il vous aide à sortir de l'oppression.
c'est peine perdue. Donc, tant que nous aurons une organisation de l'Union africaine telle qu'il est constituée, telle qu'il est structuré et telle qu'il est financé, nous ne pouvons pas espérer qu'elle mène des politiques qui sont en phase avec les intérêts des Africains. Les intérêts des Africains. Alors, ça me permet de revenir sur l'Alliance des États du Sahel, organisation de l'unité africaine. On passe de cette organisation à l'Union africaine, en passant par la CEDEAO, tout ce qui existe comme organisation régionale et suprarégionale. Aujourd'hui, on a l'Alliance des États de l'Afrique du Sahel. Dans la configuration actuelle de l'Afrique, est-ce que les pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, ne gagneraient-ils pas à s'allier ensemble autour d'une seule organisation qui, par rapport à notre histoire, sera instrumentalisée selon nos volontés, au lieu que de prendre 3 à 2 pays, se mettre en tout cas en organisation de leur part, et de l'autre côté, on va voir des autres pays, comme s'il y a une guerre aujourd'hui entre la CEDEAO et l'Alliance des États de l'Afrique du Sahel. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire une erreur si l'objectif final, c'est d'arriver à une Union africaine? Alors oui, effectivement, l'objectif final, c'est d'arriver à l'unité africaine. Mais je pense pertinemment que ce n'est pas une erreur qui est aujourd'hui l'Alliance, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est un souffle nouveau pour l'Afrique. Pourquoi aujourd'hui ces pays sont sortis de la CEDEAO? Moi, je pense que c'est la question de fond qu'il faudrait se poser. Ces pays ne sont pas sortis sans raison dans une dynamique de division, parce que nous prônons justement l'unité. Mais parce que nous prônons l'unité dans la sincérité et dans la vérité. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger sont 3 pays où les populations, à un moment donné de leur histoire, ont décidé de prendre leur destin en main et de lutter pour leur souveraineté. Ils se sont rendus compte justement qu'il y avait cette puissance étrangère présente sur leur territoire et qui ne les aidait pas justement à lutter contre le terrorisme, en tout cas sur les questions de sécurité. Ils ont alors décidé justement de mettre fin à ce partenariat-là avec la France et d'aller vers d'autres partenaires. Et je pense que ce n'est pas un crime, parce qu'en tant que pays souverain, en tant que pays indépendant, chaque pays justement a le droit de choisir ses propres partenaires. Aujourd'hui, le Mali ne peut pas imposer à la Côte d'Ivoire de choisir ses partenaires. Le Sénégal ne peut pas imposer au Niger de choisir ses partenaires. Donc les pays de la CEDEAO doivent respecter les décisions en toute souveraineté des pays de l'Alliance des États du Sahel. Mais nous avons vu, lorsque ces pays-là, justement, à un moment donné de leur histoire, se sont levés et ont pris ces décisions courageuses et historiques, toutes sortes de sanctions sont venues de la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a de nouveaux partenaires, de nouveaux acteurs dans les relations, je ne dirais pas France-Afrique, mais aujourd'hui, des acteurs comme la Russie, des acteurs comme la Chine deviennent en tout cas des partenariats privilégiés avec certains pays africains. Ces nouveaux partenariats sont-ils des alternatives crédibles ou une nouvelle forme de dépendance? Alors, moi, je pense que ça dépend ceci dépendra tout simplement de la posture que nous aurons en tant qu'Africains vis-à-vis de ces pays. Que ce soit la Russie ou la Chine, ou même les pays occidentaux, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Donc, en toutes circonstances, en tant qu'Africains, en tant que dirigeants africains, nous devrons nous comporter face à ces pays la tête haute et faire de telle sorte que nous puissions avoir des partenariats d'égal à égal. Maintenant, contextuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons l'urgence et de mettre fin, justement, de créer cette rupture avec la France aujourd'hui, qui n'est pas justement, avec qui nous n'avons pas justement un partenariat gagnant. Et d'aller vers des pays qui aujourd'hui, nous pouvons avoir ce type de partenariat. Aujourd'hui, le monde est configuré de telle sorte que nous avons 2 blocs qui s'opposent. Nous avons d'abord le bloc occidental d'un côté, qui aujourd'hui est dans une logique d'imposer aujourd'hui sa manière de penser, sa manière de voir les choses, et en tout cas qui veut créer un monde unipolaire. Mais nous avons en face aujourd'hui d'autres pays qui résistent face à cette menace occidentale, des pays comme la Russie, des pays comme la Chine, ces pays-là qui se sont regroupés autour des BRICS, qui aujourd'hui sont en train de lutter pour un monde multipolaire. Et moi, je suis convaincu que face à cette situation, nous avons le devoir aujourd'hui
de nous allier avec ces pays avec qui nous partageons cette même vision. La Russie, ou que ce soit la Chine, ou que ce soit ces autres pays-là des BRICS, effectivement, peuvent être des alternatives crédibles, mais à condition que nos présidents, justement, nos dirigeants, puissent se comporter de façon à ce que ces partenariats-là que nous aurons avec ces différents pays puissent être bénéfiques à nos populations et que ça ne soit pas justement une relation de domination. Effectivement. Actuellement, nous notons un rejet populaire des populations et de la jeunesse africaine vis-à-vis de la France. Alors, ce rejet populaire-là qui est actuel, est-il dirigé contre la France lui-même en tant que pays ou contre les systèmes de domination politique et économique de la France? Alors, nous qui connaissons notre combat, c'est que le combat que nous menons, c'est pas un combat contre une quelconque population. Ce n'est pas un combat de couleur. Donc, que vous soyez blanc, jaune ou noir, du moment que vous partagez les mêmes visions que nous, du moment que vous êtes contre l'oppression, nous sommes sensibles justement aux souffrances que vous vivez, tout comme vous pouvez être réciproquement sensibles aux souffrances que nous vivons. Tout ça pour dire justement que justement nous n'avons rien contre les populations françaises, mais le combat que nous menons, c'est un combat systémique, c'est un combat de système, c'est un combat contre l'impérialisme occidental, c'est un combat contre le néocolonialisme. C'est un combat aujourd'hui qui vise à mettre fin à ce rapport de force, de domination entre la France et ses anciennes colonies. C'est un combat qui vise à mettre fin au franc CFA, à mettre fin aux bases militaires, à mettre fin à la corruption des dirigeants français, de nos propres dirigeants, etc. Donc ce n'est pas un combat contre le peuple français, mais c'est bien un combat systémique. Un combat systémique. Alors, qui connaissez que vous êtes panafricain, c'est pas pour rien que vous êtes le coordinateur de l'ONG Urgence panafricaniste. Le panafricanisme est-il suffisamment fort pour fédérer les États africains? Alors, moi je pense que le panafricanisme, c'est la solution. Kwame Nkrumah disait que l'unité africaine est la seule issue pour la libération de l'Afrique. Et je pense que des dizaines d'années plus tard, l'histoire lui a donné raison. Parce que ceux qui avaient décidé justement de partir vers des pays, des indépendances séparées de nos différents États, aujourd'hui, il se retrouve que nos pays sont d'autant plus pauvres, d'autant plus contrôlés par les puissances étrangères et on peine justement à faire face à nos problématiques. Et donc, l'unité africaine, un État fédéral africain est la solution. Et vous lirez le livre de Cheikh Anta Diop, qui est le fondement culturel et économique d'un État fédéral africain. Il nous montre très clairement que l'Afrique, quelles que soient ses zones stratégiques, possède énormément de ressources et de richesses qui pourraient justement lui permettre de s'industrialiser et de se développer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un défi majeur qui est l'industrialisation de l'Afrique. Nos ressources, nous devons arrêter de dilapider nos ressources aux puissances étrangères, nos matières premières, mais nous devons travailler justement à pouvoir les transformer et donc les pouvoir, afin d'atteindre la souveraineté économique, en plus exporter à l'extérieur parce que nous avons une balance commerciale déficitaire. Et donc, tout ceci en réalité, nous pouvons le faire si et seulement si nous sommes dans une dynamique de s'unir autour de ce projet-là qui est un État fédéral, d'avoir un grand marché africain et donc d'aller donc vers cet État où nous pourrons parler d'une seule voix, où nous pourrons prendre des décisions d'une seule voix, où nous pourrons négocier justement l'exploitation de nos ressources d'une seule voix, parce que c'est la seule et unique solution pour que ces richesses-là puissent revenir à nos populations. Alors, recevoir un panafricanisme comme vous sur ce plateau nous permet en tout cas de poser un certain nombre de questions, peut-être pour faire la différence entre panafricanisme et afrocentrisme, pour ne pas biaiser le combat des panafricains, parce qu'il y a certains Africains qui se prennent pour des panafricains, mais qui se versent trop dans l'afrocentrisme, qui est synonyme d'eurocentrisme. Je crois que le combat des panafricains, ce n'est pas de dire, comme l'eurocentrisme le faisait, qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, mais c'est un combat pour l'Afrique, pour une Afrique unie, pour une Afrique en tout cas souveraine. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Alors, les mots ont leur sens, il faut le dire. Mais il faut également dire que on nous a très longtemps menti sur notre histoire. On nous a longtemps fait penser que l'homme blanc était justement la première civilisation mondiale.
On nous a fait croire que le blanc, justement, est justement au départ de la civilisation et la source, justement, Celui par qui la civilisation a débuté. a débuté, mais également a été justement, je cherche le mot, à la source en tout cas des grandes inventions, des premières inventions dans le monde. Mais aujourd'hui, justement, avec l'histoire et avec grâce à beaucoup d'hommes, justement, panafricanistes, de grands Africains comme Cheikh Anta Diop, nous avons pu aujourd'hui connaître cette vraie histoire et nous la rapproprier. Et aujourd'hui, dire que l'Afrique est la première civilisation mondiale ne devrait pas être péjoratif. Dire que le noir a inventé l'écriture, a inventé la science, a inventé les mathématiques, et à la base, en tout cas, de la civilisation mondiale, ne devrait en aucun cas être péjoratif. Mais cela également ne voudrait pas dire que l'homme noir est supérieur à l'homme blanc. Nous ne sommes pas dans une dynamique de racisme comme eux, ils l'ont été à un moment donné. Et quand je dis eux, je ne dis pas les blancs dans leur globalité, parce que j'essaie de dissocier justement parmi les blancs, il y a des bons et des mauvais, tout comme parmi les noirs, il y a des bons et des mauvais. Mais justement, parmi ces hommes blancs-là, justement, qui nous ont menti sur notre histoire et nous ont fait croire que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc, et donc qui ont inventé ce racisme-là, nous ne devrons pas tomber dans le piège par riposte, nous aussi, de mettre en avant ou en tout cas de réclamer une quelconque supériorité noire. Nous considérons en tant que panafricanistes que l'homme noir est égal à l'homme blanc. Aujourd'hui, il n'y a pas de supériorité entre les hommes. Mais l'histoire, il faut le rappeler. L'homme noir est la première civilisation africaine. L'homme noir a inventé l'écriture. L'homme noir a inventé les mathématiques. L'homme noir a inventé la philosophie. Et aujourd'hui, ces blancs-là, à l'époque, justement, ont été civilisés justement grâce à cette civilisation africaine noire. Et le dire ne constitue en aucun cas un acte de supériorité africaine ou noire, mais c'est tout simplement rétablir l'histoire. Rétablir l'histoire. Et tout cela se résume en une seule phrase: l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et comme vous le dites, le dire n'est pas en tout cas faire du racisme, ni penser qu'il y a une certaine supériorité de la race noire sur les autres races, mais c'est tout simplement de rétablir la vérité de l'histoire. Alors, Monsieur Sall, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Quel message souhaitez-vous lancer à l'endroit des Africains et à l'endroit de la diaspora africaine pour en tout cas essayer de les remobiliser sur les enjeux? Oui, alors le message que j'aimerais lancer à nos populations africaines, puisqu'elles soient présentes en Afrique, mais également dans la diaspora, mais que ce soit également les afro-descendants, parce que nous, lorsque nous parlons d'Afrique et de panafricanisme, ce n'est pas uniquement nos populations d'Afrique, mais c'est également les populations des Caraïbes, Haïti, etc. D'ailleurs, le panafricanisme même est né dans la diaspora, d'une volonté justement de nos populations noires, afro-descendants de la diaspora, de revenir en Afrique et de faire de telle sorte que cette Afrique-là puisse constituer une puissance dans le monde. Donc, le message que je lancerai à nos populations, à la jeunesse principalement, c'est de prendre conscience des enjeux et de s'approprier le combat panafricaniste. Kwame Nkrumah disait que, enfin pas Kwame Nkrumah, pardon, Frantz Fanon disait que chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et de génération à génération, les combats ne sont pas forcément les mêmes. D'où cette nécessité de prise de conscience. Nos ancêtres se sont battus contre l'esclavage parce qu'en ce moment-là, justement, c'était une nécessité de se battre contre cet esclavage-là pour reprendre notre souveraineté. Ensuite est venue la colonisation où justement nos grands-parents se sont battus justement pour que nos pays-là soient indépendants. Aujourd'hui, certains pays, enfin, en tout cas, nous n'avons pas eu, on va dire, cette indépendance que nous souhaitons, même s'il y a eu une certaine avancée. Mais nous, notre génération actuelle, elle a le devoir et l'obligation justement de se battre pour que nous puissions reprendre notre réelle souveraineté afin de laisser aux générations futures le legs qu'ils méritent, comme l'ont fait nos ancêtres. Mais également à nos populations de la diaspora, pensez à l'Afrique, parce que moi je pense que où que vous puissiez être, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde, parce que
nous n'allons pas demander aux Africains de rester forcément en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de voyager, d'aller découvrir le monde, et c'est tout à fait normal. Mais partout où vous soyez, pensez justement à l'Afrique, et que tout ce que vous faites matin et soir, aujourd'hui, l'Afrique justement doit pouvoir en bénéficier. Nos populations doivent pouvoir en bénéficier. Et cela passera certainement par investir en Afrique. Cela passera également par d'autres moyens, que ce soit social, etc. Mais l'idée, en tout cas, est de soutenir aujourd'hui nos populations qui sont en Afrique, et d'aider à cette dynamique-là d'unité de l'Afrique. Parce que comme je l'avais dit tout à l'heure et je le redis encore, l'Union africaine, l'unité africaine est la seule issue pour la libération de l'Afrique. Khadim Mbacké Sall, coordonnateur urgence panafricaniste section Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Télé-École vous remercie. Merci à vous. Ça a été un plaisir. À vous, chers téléspectateurs de Télé-École, merci d'être restés avec nous tout au long de votre émission préférée, Droit et Société. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro, toujours avec un thème d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Télé-École dans toutes ces plateformes pour ne rien rater des informations éducatives. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique, au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.